RCF. Ça va mieux en le disant. Les chasseurs de positifs. Vincent Mellotti. Eh bien bonjour à tous et à toutes, à l'affiche aujourd'hui, financer son projet solidaire, ça s'apprend, oui mais comment ? Eh bien cours pratique sur internet grâce à une formation lancée par les Trophées Solidaires. Alors comment ça fonctionne et comment y participer ? Mode d'emploi dans quelques secondes. À suivre aussi une association pour développer son esprit critique à Lyon, devenir sauveur de vie grâce aux dons de moelle osseuse. Et dans Coup de pouce, un café spécial pour recréer du lien social dans un quartier miné par le trafic de drogue. Ça va mieux en le disant, Vincent Mellotti. Vous êtes étudiant, vous avez l'intention de monter un projet solidaire, oui mais voilà, vous ne savez pas où trouver l'argent pour le lancer. Eh bien une piste, participer à un cours gratuit via internet sur le thème « Comment financer son projet solidaire ». Un MOOC, comme on dit aujourd'hui, qui va commencer le 14 avril et qui va s'étaler sur 3 semaines. Derrière cette opération, les Trophées Solidaires et la plateforme d'éducation Open Classrooms. Alors pourquoi cette démarche et comment ça fonctionne ? Eh bien on va prendre un cours avec vous. Michel Augendre, bonjour. Bonjour, Monsieur Mellotti. Vous êtes le directeur général de l'ESG, qui est l'École supérieure de gestion, et également président des Trophées Solidaires. Peut-être un mot d'abord sur ces trophées, en quoi ils consistent exactement ? Les Trophées Solidaires, c'est une opération nationale qui en est à sa 2e édition et qui vise à récompenser les meilleurs projets d'étudiants qui sont dans des universités ou dans des grandes écoles de toute discipline pour les mettre en valeur et aider les étudiants à agir. L'année dernière, nous avons été complètement débordés par le succès de la première édition puisque nous avons eu 98 grandes écoles et universités et plus de 130 projets qui ont été présentés. Et donc, voilà, nous avons décidé de continuer cette opération en y ajoutant un plus, c'est-à-dire en offrant aux étudiants et à leurs professeurs des outils, une boîte à outils avec des tutoriels, avec des références, des méthodes, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne pour répondre aux questions que se posent les étudiants. Voilà, les MOOC, c'est très à la mode en ce moment, ce qu'on appelle en bon anglais, ce qui n'est pas mon cas, Massive Open Online Courses. C'est un phénomène qui se développe donc de plus en plus à Internet. Comment on pourrait le définir ? C'est pas vraiment des cours à distance par Internet, Michel Augendre, c'est plus que ça. C'est un tout petit peu plus compliqué. Alors c'est vrai que c'est à distance parce que sur la plateforme d'Open Classrooms, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et donc il va y avoir des vidéos que vous allez pouvoir télécharger et suivre avec des exercices. Mais derrière cet aspect à distance où chacun devant son ordinateur peut apprendre d'un professeur et de témoignages, il y a des défis, il y a des relations entre les internautes et c'est véritablement une communauté d'apprenants qui se constitue, qui interagit, qui chemine ensemble, qui s'échange des informations sur des forums et donc c'est évidemment très interactif et très motivant. Alors, comme tout cours, il y a des supports, vous l'avez dit, il y aura des vidéos, vous l'avez dit également. Je vous propose d'écouter une toute petite illustration avec Marine Gamon qui est de Bioforce. Il y a une chose qui est très importante par rapport au financement. Il y a un petit peu 2 règles d'or, on va dire. Il y a la première, c'est qu'il faut toujours une part d'autofinancement, parce que ça montre aux autres personnes que vous sollicitez que vous-même vous vous engagez et que vous mettez un petit peu la main à la poche pour mener à bien votre projet. Donc c'est une preuve de votre motivation, de votre engagement, etc. Et il y a une autre règle d'or qui est importante aussi. C'est important d'avoir des cofinanceurs. C'est très rare qu'une seule personne, une seule structure, une seule institution choisissent de financer votre projet. Donc ils vont généralement vous demander si vous avez d'autres partenaires qui se sont impliqués. Ça va les rassurer, ça va aussi leur montrer que le projet vaut le coup, entre guillemets, et leur donner, eux, envie de financer cette action-là. Voilà, partir à la chasse au financement pour monter son projet solidaire, extrait donc de cette vidéo qu'on peut retrouver au cours de ce MOOC, donc ce cours, cette formation via Internet entièrement gratuite qui s'adresse donc aux étudiants qui veulent monter leur projet solidaire et donc monter grâce à vous, Michel Augendre, et Open Classroom. Il y aura combien de vidéos de ce genre et puis comment ça va fonctionner ces cours concrètement ? Alors, le cours que nous proposons dure 3 semaines et sur
le cours des trophées solidaires parce que vous avez un besoin de financer votre association ou votre projet d'aide locale, de quartier, d'accompagnement scolaire ou plus loin de projet international. Et vous vous inscrivez gratuitement, vous recevez les vidéos par un lien, vous les suivez, vous les regardez sous toutes les coutures, vous prenez des notes, vous faites les exercices et puis après vous êtes connecté à la communauté des apprenants via un forum qui est sur Open Classrooms et il y aura même une webconférence où tout le monde peut se retrouver en direct, échanger, parler, poser des questions aux enseignants. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et à la fin, si vous avez fait tous les exercices, eh ben vous êtes diplômé. Est-ce qu'on a un diplôme, justement? Est-ce qu'il faut payer pour avoir ce diplôme ou c'est un diplôme gratuit? Non, alors à la fin, la qualification suppose une petite participation personnelle pour pouvoir aider Open Classrooms à vivre et à offrir ses services. Donc la totalité des cours sont gratuits, mais l'obtention du diplôme, lui, est payant. Voilà. Et de combien, pour donner un ordre d'idée? Eh bien écoutez, c'est tout simple. Il y a 4 000 euros, non? Non, c'est 10 euros par mois et Ouais. on a un abonnement premium qui permet d'aller, de venir, de profiter des services du site. Donc c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Voilà, et on est diplômé, entre guillemets, en management de financement de projets solidaires, si je puis dire. Absolument, c'est Voilà. un bien grand mot, mais effectivement, c'est ça. Alors ces cours, ils ont aussi un autre objectif, on va en parler dans quelques instants. Ça va mieux en le disant, l'invité. Voilà, notre invité Michel Augendre pour parler des trophées solidaires et donc de ce MOOC, cette formation via Internet qui vous permet de vous apprendre à financer votre projet solidaire. Alors ces cours, ils ont aussi un objectif, Michel Augendre, c'est un concours, un trophée solidaire. Quelles vont être en fait les règles, quels sont les critères pour y participer cette année ? Alors, pour participer au Trophée solidaire, il suffit d'être un étudiant francophone inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, une université, une école publique, une école indépendante ou privée, et de travailler en équipe. C'est-à-dire que pour concourir, il faut être à plusieurs et former une équipe, parce que nous pensons que ça développe la solidarité. On va sur le site des Trophées solidaires, on s'inscrit, on dépose son projet, on reçoit d'ailleurs moult conseils pour présenter son projet et avoir des chances d'être élu. Et puis, on peut aussi faire voter ses amis, faire voter des internautes, parce que dans les Trophées solidaires, il y a plusieurs prix, dont un prix du public. Et l'année dernière, pour vous donner une idée, le prix du public a été remporté par une école d'orthophonie qui a eu 9500 votes d'internautes. C'est vous dire, on a intérêt à être actif sur les réseaux sociaux. Voilà, Hein. c'est donc voilà pour le succès. Alors après, quels sont les prix qui sont délivrés? Eh bien, cette année, nous avons un prix de la solidarité de proximité. Nous y tenons beaucoup. 5 000 Oui, parce euros. que il faut le dire aussi que c'est pas uniquement des projets. Vous le disiez tout à l'heure, de missions humanitaires en Afrique ou en Asie. Hein. La solidarité, ça commence au pied de son immeuble. Absolument, et nous encourageons beaucoup les étudiants dans ce sens-là. Donc nous avons doté de 5 000 euros ce prix de proximité, un prix de l'international. Le prix de proximité sera remis par la FEV et Zubdeco, qui sont deux associations qui œuvrent pour la réussite scolaire et l'accompagnement scolaire. Un prix de l'international, 5 000 euros, un prix de l'entrepreneuriat social, 4 000 euros par le groupe SOS, puis des tas d'autres prix de l'UNICEF ou d'autres de nos partenaires qui sont les partenaires de la solidarité. Et est-ce que les étudiants ont vraiment la fibre solidaire, Michel Augendre, ou c'est un petit peu un plus qu'ils peuvent mettre sur un CV quand ils postulent pour un emploi? Ça fait toujours bien de dire j'ai monté un projet solidaire dans mon quartier ou en Afrique ou en Asie. Alors, l'année dernière, nous avons fait une enquête avec la société BVA sur l'ensemble de grandes écoles, de la conférence des grandes écoles. Et effectivement, nous avons vérifié que la vague solidaire était une vague très profonde chez les étudiants. Un nombre assez conséquent d'entre eux sont effectivement engagés dans la vie associative et la vie solidaire. Et ils ne le font pas pour le CV, ils le font véritablement pour la générosité que ça représente. Et évidemment, c'est un grand message d'espoir qu'ils nous délivrent là. Toutefois, c'est vrai que ce faisant, ils acquièrent des réflexes, ils acquièrent des compétences, ils acquièrent une singularité qui vraisemblablement bonifie leur CV, oui, effectivement. Oui, et puis ça peut les accompagner aussi peut-être dans leur future carrière, savoir manager un projet. Pour en venir donc à ces MOOC, à ces trophées solidaires, on va peut-être rappeler les adresses déjà pour s'inscrire au MOOC, Michel Augendre. Eh bien, il suffit d'aller sur Internet et sur les trophées solidaires, trophéesolidaire.fr, et vous arrivez directement sur le site. Ça, c'est pour s'inscrire pour les trophées. Et puis, Open Classrooms, avec un S à la fin, puisqu'il y a plusieurs classes.
qui permet de suivre le MOOC des Trophées Solidaires. Voilà. Il y a combien d'inscrits actuellement? Vous avez une idée? Actuellement, on a plus de 1000 inscrits sur ce cours qui démarre donc dans quelques jours et on pense que ça va encore augmenter Voilà, d'ici à partir le lancement. du 14 avril, et donc ça va s'étaler sur 3 semaines. Eh bien, merci Michel Augendre d'avoir Merci été à vous. avec nous. Puis on attend bien sûr les nouvelles des futurs lauréats de ces trophées solidaires de version 2014. Merci Michel Augendre. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine étudiant, encourager la liberté d'expression à travers des débats et des ateliers d'initiation aux outils médiatiques. Eh bien, c'est le rôle que s'est fixé Esprit Critique, une association d'étudiants qui est née à Lyon, créée par des jeunes et pour des jeunes. Alors pourquoi cette démarche et puis comment ça fonctionne? Omar Belkab est allé à la rencontre d'Elodie Soupama. Elle a 22 ans, elle est étudiante en lettres modernes espagnoles et c'est la coprésidente de l'association. Je dirais que c'est un moyen de s'exprimer, d'échanger. Donc on organise des débats entre nous avec des élèves de Lyon 2, Lyon 3, parfois d'autres personnes. On organise des débats avec les membres de l'association. Donc, voilà. Et les débats tournent autour de quel sujet? Alors on a différentes thématiques. Cette semaine ce sera sur le droit de l'homme. On a eu aussi des thèmes comme l'identité ou les droits de la femme. Les thèmes varient. Vous faites quoi à part les débats? Alors, chaque lundi, on organise des ateliers. C'est des ateliers autour de la formation aux médias. Donc, on peut avoir des intervenants, des journalistes, des professionnels qui viennent partager leur expérience. Et on peut avoir aussi des initiations à Photoshop, comme ce soir, et d'autres ateliers autour de l'univers médiatique. Il y a un but derrière tout ça, c'est peut-être pour les inciter à travailler dans ce monde-là? Habituellement, ceux qui participent aux ateliers médias sont déjà intéressés par l'univers du média. Donc voilà, c'est pour les aider à commencer, à prendre connaissance de cet univers-là, à prendre leur marque avec la formation qu'on leur propose. Le meilleur moyen, selon vous, du coup, de s'exprimer, c'est lequel? Je dirais pas qu'il y a de meilleurs moyens, il faut trouver son propre moyen. Même si c'est par l'écriture, la vidéo, la photographie. Dès qu'on a trouvé ce qui nous va, je pense que c'est un bon moyen. Et donc, si je résume bien, votre association, elle est peut-être un peu là pour aider les gens à trouver le moyen qui leur correspond le mieux. Je pense que c'est un bon moyen parce qu'on peut toucher à tout, à esprit critique. Un coup, on fait de la vidéo, on voit que ça nous va pas trop, on va essayer la photographie. Les ateliers nous aident à nous former et à voir un peu de tout et à essayer un peu de tout. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout dans le milieu associatif. Au début de l'interview, vous avez parlé d'interculturalité. Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui, elle favorise cet échange ou il y a plutôt des clivages entre les cultures selon vous? Ça dépend des endroits, ça dépend des gens. Est-ce qu'ils favorisent vraiment l'interculturalité? Je ne sais pas, ça dépend vraiment de tous aujourd'hui. L'association, c'est vraiment ce qu'on fait. Vous allez trouver des gens un peu de partout dans l'association. On organise aussi une fois par an la soirée Expression du Monde, où on retrouve des stands de Serbes, de Polonais, d'Africains. Donc voilà, nous ici à Esprit Critique, vraiment, on fait en sorte que l'interculturalité soit au plus haut. On organise des débats en plusieurs langues, c'est-à-dire que vous savez parler une langue, dans un même débat, vous pouvez vous exprimer dans cette langue. Et pour ceux qui ne comprendront pas, traduire tout de suite après. Mais voilà, c'est vraiment un partage de culture. Le fait d'être une association étudiante, vous pensez qu'il y a plus d'avantages ou de contraintes à être association étudiante? Je dirais que ça a peut-être ses avantages de pouvoir toucher un jeune public puisqu'on est une association pour les jeunes, dirigée par des jeunes. Une association étudiante, aujourd'hui, je dirais que ça nous convient, mais il y a aussi des contraintes, des règles à respecter au niveau de l'université et des choses comme ça, donc c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui pensent que vous manquez de crédibilité? Je pense qu'aujourd'hui, on essaie de gagner en crédibilité, justement, donc on doit faire nos preuves. Voilà, et si vous êtes étudiant en région lyonnaise et intéressé par cette démarche, vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner sur www.espritcritique, tout au pluriel et attaché.fr. Ça va mieux en le disant, Vincent Bellotti. Pour sauver une vie, pas besoin d'avoir une cape rouge, de sauter par-dessus les toits et d'avoir des super pouvoirs. Si vous avez entre 18 et 50 ans et que vous êtes en bonne santé, eh bien vous pouvez être candidat au don de moelle osseuse. La semaine nationale de mobilisation s'est ouverte hier et l'objectif, eh bien, c'est de recruter 18 000 nouveaux donateurs. Alors c'est pas évident car même si on sait que la greffe de moelle osseuse peut être un traitement efficace contre de graves maladies du sang, le geste souffre encore de beaucoup d'idées reçues. C'est donc l'occasion de faire le point. Écoutez le docteur Anne
Anne Cesbron-Gauthier. Elle est responsable des centres d'honneur de l'établissement français du sang des Pays de Loire. Elle répond aux questions de Anthony Torzek de Radio Fidélité à Nantes. A commencé par rappeler en quoi consiste concrètement le prélèvement sur le plan médical. Alors le don de moelle osseuse peut se faire de plusieurs façons. Donc il y a le don de moelle osseuse sous anesthésie générale, donc un prélèvement dans les os plats des hanches, et puis un prélèvement de cellules souches périphériques dans le sang, comme un prélèvement de plaquettes type don de sang. Donc on est endormi et là on nous prélève de la moelle osseuse dans le bas du dos, c'est ça hein? Oui, donc la moelle osseuse est prélevée dans le bas du dos, dans les os plats des hanches. Ouais. Donc il faut une hospitalisation. Donc il faut une hospitalisation la veille au soir et retour à la maison le lendemain de l'intervention. Est-ce que ça fait mal ? Non, ça ne fait pas mal. Enfin, ça dépend des personnes. C'est très variable. On le compare souvent à un grand coup de pied dans les fesses pendant quelques jours, quoi. Oui, donc c'est pas un petit grand-chose souvenir. non plus. Non, c'est pas énorme. Hein. En quantité, ça représente quoi pour que les gens se représentent bien les choses? Alors, la moelle osseuse, on prélève en général 1 litre de moelle osseuse dans les os plats des hanches. Ah, mais ça fait beaucoup, ça, non? Donc, en petite quantité. En tout, ça fait 1 litre. Mais c'est reconstitué très très vite. C'est-à-dire en combien de temps? En 15 jours, la moelle est reconstituée. Et sur les examens biologiques, c'est à peine si on se rend compte qu'on a prélevé 1 litre de moelle. Hein. Alors justement, pourquoi il faut des donneurs? Pour quel type de traitement? Ça sert à quoi ce don de moelle osseuse? Alors, le don de moelle osseuse, c'est un traitement principalement de la leucémie, mais aussi d'aplasie. Donc c'est un traitement pour les cas où la moelle ne fonctionne pas bien. Soit elle est perturbée par un processus leucémique comme dans la leucémie, soit elle est perturbée par un mauvais fonctionnement dû soit à un virus, soit un médicament, soit de façon génétique. Et donc on a besoin de remplacer la moelle malade par une moelle saine. Objectif pour Nantes en particulier, c'est de trouver 1000 nouveaux donneurs de moelle osseuse. Pourquoi il est si difficile de trouver ces donneurs de moelle osseuse? C'est un don qui engage fortement quand même. Accepter de donner la moelle sous anesthésie générale ou des cellules souches périphériques après avoir pris un médicament, un facteur de croissance, c'est un engagement très fort. Il faut y avoir réfléchi avant et il ne faut pas se désister au dernier moment. En fait, on s'inscrit sur un registre, mais on peut être appelé dans 3 mois ou dans 10 ans. Ou jamais. Parce que en fait, on a besoin d'une telle compatibilité entre donneur et receveur que c'est très rare. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, docteur, en cette semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, une personne souhaite être donneuse. Comment faire concrètement ? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'Agence de biomédecine, www.dondemoelleosseuse.fr. Et donc là, la personne peut télécharger l'engagement et le remplir et on le recevra directement. Voilà, c'était le docteur Anne Cesbron-Gauthier, responsable des centres d'honneur de l'EFS, l'établissement français sanguin des Pays de Loire. Elle répondait aux questions de Anthony Torzek de Radio Fidélité à Nantes. Je vous rappelle les coordonnées du site internet si vous souhaitez donner votre moelle osseuse ou du moins vous intéresser à cette question. www.dondemoelleosseuse.fr. Comment recréer du lien social dans un quartier miné par le trafic de drogue? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir en région parisienne avec Romain Mazneau. C'est le rendez-vous coup de pouce. Installée dans le quartier de la gare de Saint-Denis dans le 93, une zone de sécurité prioritaire connue pour le trafic de crack, l'association Sans Crier Gare relève le défi au quotidien, créer du lien social et de la convivialité en s'adressant à tous à travers les activités les plus diverses. Sa présidente Samira Marcaille nous en dit plus. L'association Sans Crier Gare, c'est une association qui a plusieurs actions et donc elle a notamment le café associatif qui se situe au quartier de la gare, donc de Saint-Denis, un quartier qui est en pleine mutation, qui connaît pas mal de difficultés, notamment des difficultés liées à différents types de trafic, notamment de drogue. Le café associatif se veut effectivement un coin où les habitants puissent souffler
Donc quand on a créé ce café-là, c'était pour créer un lieu de convivialité, une sorte de havre de paix où les gens peuvent se réapproprier leur quartier et le construire également en faisant connaissance avec leurs voisins pour s'investir pleinement dans le quartier qui est un petit peu, on va dire, les espaces publics sont quand même généralement confisqués par des usages illicites, notamment le trafic de drogue, mais pas que. Quelles sont les activités que vous proposez ? Les activités, elles sont multiples. Il y a 2 axes, des activités d'ordre culturel et social, socio-culturel, on va dire. Par exemple, on fait donc des choses comme le soutien scolaire, comme la ludothèque, donc animée par des professionnels, mais on fait également tout ce qui touche un petit peu à la cuisine, à la bouffe, de manière générale, pour créer des moments de convivialité où les gens peuvent partager des recettes, partager un repas, partager un verre. Et donc le but, c'est vraiment créer toutes les occasions que les habitants puissent partager un petit peu leur savoir-faire avec d'autres. Il y a aussi des ateliers d'écriture. Oui, tout à fait. Alors l'atelier d'écriture, ça brasse effectivement différentes générations, aussi bien des jeunes que des personnes âgées. Ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est tous les samedis matins. C'est animé par des bénévoles et effectivement, c'est un peu un moment où les personnes puissent un petit peu improviser des écrits et partager avec les autres membres de l'atelier. Je crois que vous avez aussi organisé des concerts de musique baroque. Tout à fait. On a un partenariat avec une association de jeunes musiciens lyriques. Et donc eux, effectivement, ils sont un petit peu en manque de local pour pouvoir répéter. On a créé un partenariat, notamment ils peuvent bénéficier, quand ils en ont besoin, de disposer du local pour répéter. En contrepartie, pour la répétition générale, généralement c'est la veille du concert, ils ne font bénéficier à titre gracieux d'un concert de très grande qualité. Sans crier gare recherche des bénévoles pour animer les activités à destination des enfants et des jeunes et pour gérer la ludothèque. Une chronique RCF en partenariat avec la Fondation BNP Paribas.